La suite de BFM Story, on va parler de cette crise économique, de l'effort qui sera demandé bien sûr à tous les Français. Et peut-être qu'il faut en demander davantage à ceux qui ont plus. Faut-il imposer davantage les plus aisés? Après le leader de la CFDT, Laurent Berger, c'est au tour de Raymond Soubi, l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, de plaider pour le rétablissement de l'ISF, l'impôt sur la fortune, en partie supprimé par Emmanuel Macron au début de son quinquennat. Faut-il rétablir l'ISF? On va en débattre, toujours bien sûr avec Alain Duhamel qui m'accompagne ce soir. Et nous accueillons Stéphanie Villers, bonsoir, l'économiste. Nous sommes avec Gilles Raveau, bonsoir, le professeur d'économie à l'université Paris 8 Saint-Denis. Je vous propose d'écouter Raymond Soubi tout d'abord. Je pense qu'il faut qu'il y ait une discussion tripartite entre l'État, le patronat et les syndicats pour définir les bases d'un pacte social nouveau, global, sur la protection sociale, sur les mesures fiscales. Les tensions sociales en France risquent d'être très élevées. Et donc, on voit mal comment un gouvernement peut échapper à des mesures, je dirais, à la fois sociales, d'aide à certaines catégories et par ailleurs de réduction des inégalités. Et donc peut-être de rétablir l'ISF pour faire passer des mesures qui seront peut-être dures à faire passer auprès des Français. Gilles Raveau, vous êtes d'accord avec ça? L'ISF, il faut le rétablir? Je pense que le plus important, et ce avec quoi on pourrait peut-être être d'accord tous ici, c'est lorsque Raymond Soubi nous dit il y a une crise sociale qui est terrible, qui a déjà commencé, qui est en partie invisible, parce que justement les gens qui souffrent de la crise sont chez eux, ou elle est partielle. Et puis beaucoup sont pris en charge par l'État en ce moment. Oui, alors c'est ça, mais il faut faire attention quand même quand on dit ça, parce que si vous prenez le chômage partiel par exemple, le chômage partiel c'est 70% du salaire brut qui est pris en charge par l'État. Si l'entreprise ne compense pas le manque à gagner, vous perdez du salaire. Les heures supplémentaires, vous les perdez. Les primes, vous les perdez. La rémunération en nature, qui est très importante pour les serveurs dans le restaurant, par exemple, vous les perdez. Donc, en fait, il ne faut pas croire que les gens qui sont au chômage partiel ont 100% de leur salaire. D'autre part, vous avez, par exemple, toutes les femmes de ménage qui font du travail non déclaré, les étudiantes qui font du babysitting. Tout ça, c'est colossal. Tout le secteur du tourisme, du spectacle vivant, le cinéma, le théâtre, tous ces gens-là ne reprennent pas l'activité. Cet été va être un massacre pour le secteur du tourisme, puisque beaucoup de gens ne vont pas pouvoir se déplacer. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a eu une aide considérable de l'État, mais il y a une situation sociale qui est terrible. On a vu toutes les images des gens qui font la queue pour se nourrir, notamment en Seine-Saint-Denis, qui est le département qui a été le plus touché en termes de mortalité par la crise, parce que cette crise sanitaire, elle ne touche pas indifféremment les gens selon leur origine sociale. Donc il faut prendre conscience de ça. Et quand on parle de l'ISF, c'est drôle, parce qu'en France, on a une image terrible de l'ISF. Je donne juste un chiffre. L'ISF, c'est sur le patrimoine net. C'est votre patrimoine déduit, on déduit les dettes. Si vous aviez, lorsque l'ISF existait, 2 millions d'euros de patrimoine net, vous payez par an, vous savez combien? 7 000 euros d'impôts. Oui, on paye deux fois. C'est un double impôt, l'ISF. On a déjà payé l'impôt sur le revenu et on paye en plus l'impôt sur la fortune. Oui, mais une personne qui est SDF, qui va s'acheter un t-shirt, elle paye 20% de TVA. Voilà. Donc là, vous payez le taux maximum de l'ISF au-delà de 10 millions d'euros, c'était 1% et quelques. L'ISF a été, alors il faut rappeler que l'ISF a été, elle n'a pas été supprimée, a été transformée. Désormais, c'est un impôt sur la fortune immobilière. Voilà, et le reste, en fait, n'est plus imposable parce que l'idée derrière, c'était de soutenir l'investissement, c'est-à-dire qu'il fallait que les épargnants flèchent leur épargne vers le financement des entreprises. Alors, je pense que au moment de la reprise, à la fin de cette crise sanitaire, il va falloir relancer la machine. Il faut voir que les entreprises ont une trésorerie qui est complètement à plat. Elles ont dû d'ailleurs emprunter auprès de l'État pour pouvoir regonfler et pour payer leurs charges. Maintenant, on a vu l'investissement des entreprises sur le premier trimestre, il s'est effondré. Il est passé à moins 12%, c'est du jamais vu. Donc pour relancer la machine, les entreprises vont devoir se financer. Donc vous dites que ce n'est pas le moment de les taxer davantage? Non, globalement, il faut cette épargne qui est des plus aisés, mais une épargne aussi globale, parce que il y a quand même aussi toute une partie des gens qui, du fait de la non-consommation, ont mis de l'épargne de côté. Il y a eu de l'épargne forcée qui est estimée aujourd'hui à 55 milliards supplémentaires. Donc c'est le moment d'orienter cette manne vers le financement des entreprises.
plutôt que vers une taxation supplémentaire. Donc pas d'ISF, vous dites, il faut en rester là. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est absolument pas le moment. Alain Duhamel, l'ISF, c'est un sujet très franco-français, je le disais tout à l'heure, parce que on est un des rares pays à avoir mis en place cet impôt sur la fortune. On est pratiquement le seul en Europe. Voilà. Alors il n'a pas été complètement supprimé, contrairement à ce que disent les opposants d'Emmanuel Macron. Il y a la moitié qui a été supprimée. Voilà. La moitié, ce qui était financier a été supprimé et ce qui est immobilier a été maintenu. Moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que l'impôt sur la fortune en France, c'est le totem social par excellence. Si on veut savoir qui est de gauche et qui est de droite, vous dites est-ce que vous êtes pour ou contre l'impôt sur la fortune. Là, c'est extrêmement simple. D'autre part, la France est connue pour sa créativité exceptionnelle en matière fiscale. Et là, vous parliez des conseils pour rétablir complètement l'impôt sur la fortune, mais moi je lisais dans la presse encore aujourd'hui qu'il y avait des propositions en plus en ce qui concerne les revenus financiers, de les taxer de nouveau plus qu'ils ne le sont, en ce qui concerne l'idée de créer une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu. Je crois qu'il y avait une demi-douzaine de propositions de ce genre. Donc l'idée c'est s'en sortir en augmentant encore les impôts. Bon, alors c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que encore faudrait-il que ce soit économiquement efficace, ce qui n'est pas prouvé, mais ce qui est certain, c'est que la crise sociale, pour l'instant, elle existe, mais elle est invisible. Elle existe, hein, mais elle est invisible. En revanche, après je n'ose pas dire après les vacances maintenant, disons après l'été, elle sera très visible. Et comme elle sera très visible, très lourde et très dure, comme ce sont les plus précaires qui en seront évidemment les premières victimes, de toute façon, l'idée de se dire si les précaires doivent supporter des sacrifices dont ils n'ont pas les moyens, il faut des mesures sociales, des mesures fiscales symboliques. Oui, mais enfin, non, mais on veut surtout de l'efficacité plutôt que de la symbolique. L'un n'empêche pas l'autre. Ah oui. C'est symbolique, ça veut dire qui est un contenu, évidemment, mais qui en même temps parle aux gens. C'est-à-dire que les gens aient le sentiment, que les Français aient le sentiment qu'au moment où une partie de la population va souffrir, si les riches évident, et l'autre participe au financement public plus largement que ce n'est le cas aujourd'hui. Sauf qu'il n'a pas été démontré que lorsqu'il y avait l'ISF, on vivait mieux que quand il n'y avait pas l'ISF. Il n'a pas été démontré que l'ISF faisait que les plus précaires vivaient mieux. L'ISF a été créé par la gauche au moment de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Ça a été supprimé lorsque Chirac est devenu Premier ministre de cohabitation. Ça a été rétabli ensuite. Et finalement, Emmanuel Macron a coupé la poire en deux, puisqu'il est à la fois à la gauche et à la droite. Donc finalement, il en a gardé une partie. Il a coupé la poire en deux, mais en pas deux parties égales, puisque les recettes se sont effondrées des 2/3. Et donc, effectivement, on se rappelle peut-être, certains d'entre nous, qu'il y avait un jeune homme de gauche qui s'appelait Laurent Fabius. Et à l'Assemblée nationale, en 1981, Laurent Fabius nous dit « Il s'agit de prendre un peu du superflu pour alléger la charge de ceux qui n'ont même pas les moyens du nécessaire. » Donc, il y avait ça. Ensuite, Michel Rocard, il fait un truc très malin politiquement. Il rétablit, comme vous avez dit, ça a été supprimé, il rétablit, donc c'était l'impôt sur les grandes fortunes en 81, il crée l'impôt de solidarité, très joli mot de solidarité, sur la fortune pour créer le RMI, le revenu minimum d'insertion, parce qu'on avait un retard en France, on était un des rares pays occidentaux où il n'y avait pas de revenu minimum. Alors, si vous voulez, on peut attribuer ni des grands bénéfices, ni des grands problèmes à l'ISF, c'est un petit impôt. L'ISF, c'est 5 milliards par an. L'impôt sur le revenu, c'est 75 milliards. Donc, par définition, l'ISF... C'est un totem. Oui, et moi je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que le symbolique, comme disait Pierre Bourdieu, c'est la condition aussi de l'efficacité réelle. Et si vous voulez, il est clair, si vous regardez de façon objective, la plus grande erreur politique d'Emmanuel Macron au début de son quinquennat, ça a été la suppression de l'ISF. Oui, mais peut-être que c'était efficace, peut-être que ça fait revenir de l'argent dans le circuit économique. Mais c'est faux. Regardez les associations. Mais pourquoi vous dites ça? Les associations sont les premières à se plaindre. C'est ce que dit le gouvernement. Non mais quand même, soyons sérieux. Les dons aux associations se sont effondrés. Les associations sont les premières perdantes de la transition. Il y avait une ristourne fiscale. Donc là, il y a un effet économique. À l'inverse, je suis désolé, j'ai regardé les études économiques. Il n'y a pas eu d'exil fiscal des assujettis à l'ISF. C'est juste pas vrai. Alors, Stéphanie Villers, est-ce que la suppression en partie de l'ISF a été efficace? Ça fait revenir de l'argent dans l'économie ou pas? Non, mais il faut voir en fait la cohérence du programme. C'est dans le cadre de la loi Pacte. Emmanuel Macron nous dit l'épargne, parce qu'il faut voir que
l'État est très endetté, mais le secteur privé a énormément d'épargne en France. Donc c'est de l'argent qui sert essentiellement pour l'instant à financer la dette de l'État. L'idée, c'est de dire, finalement, on va réorienter cette partie à travers l'assurance vie, c'est la dette de l'État qu'on finance. On va réorienter cette épargne et on va aider le financement des entreprises qui passent pour l'instant en France essentiellement par le secteur bancaire. Il faut, par exemple, aux États-Unis, 80% des financements des entreprises passent par les marchés. Oui, donc il faut, en fait, il y a cette épargne qui finalement n'est pas assez stimulante pour l'économie, la sphère réelle. Et donc c'est l'idée globale, c'est vraiment ça. C'est pendant cette période-là pouvoir par la pédagogie, aider, et puis aussi par des mesures, parce que cette loi, la PAC, c'est aussi le développement de l'épargne salariale, c'est tous ces principes-là, c'est que tout le monde s'associe. D'accord, mais est-ce que ça a fonctionné? Moi, vous me dites la loi PAC, très bien, mais est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché, ça n'a juste pas marché. Non, alors là, on ne peut pas dire ça, parce que même s'il faut un peu de recul, ça vient d'être mis en place, ça a été mis en place l'année dernière, en 2019, la loi PAC. Enfin, l'ISF a été modifié au début, il y a 2 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des mesures qui ont été prises au début du quinquennat dans le domaine financier a modifié l'attractivité financière de la France vis-à-vis des investisseurs étrangers. Et que l'image a changé. Ce qui est autre chose, mais qui était aussi un des objectifs. Non, mais par contre, je pense que le point majeur, et je pense qu'on est une époque où c'est intéressant de rechercher les points d'accord, parce que les choses sur lesquelles on sera toujours en désaccord, et c'est tout à fait normal. Là où je vous joins entièrement, et c'est un problème structurel de l'économie française qui est mal connue, c'est l'épargne. Vous avez tout à fait raison. Il y a une épargne colossale dans ce pays. Oui. Et comme on parle tout le temps des déficits publics, vous avez raison, je vous rejoins tout à fait sur ce point, et des dettes publiques, on oublie qu'il y a des excédents privés qui sont colossaux. Oui, mais vous ne pouvez pas prendre l'épargne des Français, comment on fait? Eh bien, c'est très simple. Les Français qui ont beaucoup épargné pendant 2 mois, là, d'une part, soit on le fait, parce qu'on fait plein de choses. Vous savez, la puissance publique peut faire plein de choses. Je pense que pendant les manifestations des Gilets jaunes, on a vu que la puissance publique, elle peut faire plein de choses dans différents domaines. Donc, dans l'histoire, ça a existé. Il y a eu des emprunts nationaux avec effectivement une contribution obligatoire des plus hauts revenus, mais qui est rémunérée. Et je mets ma main à parier qu'effectivement Emmanuel Macron ne va pas rétablir l'ISF, alors que ça serait un coup politique génial. Imaginez, il rétablit l'ISF et il dit « j'affecte l'ISF aux hôpitaux ». Mais il ne peut pas faire de coup politique plus beau que ça. Ça ne suffit pas. L'ISF, ça rapportait combien 3-4 milliards. Oui, voilà, vous en faites l'hôpital, visiblement, il en faut beaucoup plus. S'il m'appelle, moi je lui propose un très gros ISF qui rapporte 10 milliards par an, la dette des hôpitaux. Et donc vous voulez faire fuir les riches. Mais il ne part pas les riches, parce que c'est pourquoi c'est très compliqué de partir. Parce que quand vous êtes votre vie, non, toutes les études, on ne revient pas parce que c'est très compliqué de revenir aussi. Mais sauf que cette idée elle est dans votre tête, mais elle n'est pas dans la réalité. Il y a des études très sérieuses. J'ai amené mon article, je pourrais vous le donner après, je vous donnerai la référence. Il y a des études très sérieuses de la direction du budget de plein d'économistes. Les gens ne partent pas. Il y a des départs, il y a des arrivées. C'est 1 pour 1000. Remettre les choses en perspective. Le plan de soutien, ça a commencé avec 45 milliards d'euros, le plan de soutien de l'État. Là, ça va passer à 110 milliards. Oui, donc là, on est en train de regarder si on peut récupérer 3 milliards. Est-ce qu'on se sentira mieux? Il faut quand même. Enfin, là, on est dans une crise majeure. Là, oui, mais d'une part, on peut récupérer plus, d'autre part, on peut puiser dans les l'ISF n'est pas l'enjeu, vous dites. Mais non, là, il y a une urgence, effectivement, pour financer l'économie, et elle ne se trouve pas là. L'ISF serait un instrument financier marginal. Ça, c'est vrai. Mais en revanche, dans la période qui commencera, politiquement, où il y aura un besoin de solidarité, pas simplement politique, social, il y aura un besoin de solidarité. S'il y a un besoin de solidarité, il faut des symboles qui parlent aux gens. Et malheureusement, le symbole qui parle le plus aux Français, c'est l'ISF. 1, c'est l'ISF, et 2, en règle générale, c'est l'impôt que paient les autres. Eh bien, on terminera sur ça. Désolé, vous reviendrez en parler, Gilles Ravaud. Je suis sûr que ce débat sur l'ISF ne fait que commencer.